Salut à tous, ici Maquien de la chaîne Pour le Survie. Alors, je suis tombé tout à l'heure sur la vidéo de EzoBook concernant la CB, donc tout ce qui est moyen de communication en HF. Alors, cette vidéo est en réponse à sa vidéo, donc c'est pas le but, c'est pas de faire un clash ou de le contredire, mais c'est juste de faire tout simplement une réponse, parce qu'il y a pas mal de sujets qu'il a abordés et que je trouve intéressants, et je le rejoins sur plusieurs points. Donc là, j'aimerais vous faire ma petite présentation et vous donner vraiment mon ressenti, mon point de vue par rapport à la CB dans la sphère survivaliste et même en général. Donc on va partir de la base. Déjà, on va présenter, je vais vous expliquer grossièrement les origines de la CB et quels sont les différents usages. Donc déjà, CB, ça veut dire Citizen Band, la bande citoyenne. Donc selon les pays ou même les continents, ça définit différentes fréquences. Mais en gros, l'idée, c'est que ce sont des bandes à usage libre et gratuite, selon les pays. Pour nous, c'est gratuit et c'est destiné vraiment aux citoyens. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir voilà, pour des communications dans la famille, pour les professionnels. Enfin voilà, c'est vraiment destiné à tous les citoyens en général. Donc, ça permet, par exemple, dans d'autres pays, par exemple, à des autorités de rentrer en contact avec, par exemple, des gens qui sont sur la route ou je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi. Voilà, en gros, ça sert à tout centraliser sur une fréquence destinée vraiment aux citoyens pour de la communication. Donc normalement, c'est exclusivement de la phonie, donc c'est-à-dire de la voix. Voilà pour la présentation de la CB en général. En France, qu'est-ce que c'est? C'est relativement pareil, hein, donc c'est la bande citoyenne. Ça existe depuis, je crois, 1960 ou 70, donc c'est vraiment une bande quand même assez vieille. Donc dès qu'on parle d'une bande, enfin là on devrait plutôt dire une portion, mais vu que le nom c'est bande citoyenne, je vais dire une bande. Donc en France, elle commence à partir je crois que ça c'est le canal 3, 26 9 8 5. Alors je crois qu'elle commence sur le 26 965 et elle s'arrête sur le 27 27 405. Donc voilà la portion légale qu'on est censé pouvoir utiliser, donc avec différents modes. Donc on a le mode AM, le mode FM et le mode qu'on appelle BLU, donc c'est pour la bande latérale unique. Donc ça, je vous l'expliquerai après. Donc voilà, normalement, on est censé avoir 40 canaux européens sur lesquels on peut transmettre, on peut discuter tout à fait librement avec d'autres personnes. Il y a quand même des règles à respecter. Il y a des puissances maximales à respecter. Donc je crois que maintenant c'est AM/FM 4 watts maximum et en BLU, alors je crois que la puissance crête, parce que en fait toute la puissance n'est pas développée si par exemple vous appuyez juste sur le micro. En BLU en fait, on appelle aussi ça la SSB. La puissance est développée par rapport à la puissance de la voix dans le micro. Donc si vous criez et que vous avez 20 watts au niveau du poste, les 20 watts seront envoyés, on va dire, au pic, de son de la voix. Voilà, en gros, pour vous faire simple, c'est ça une puissance crête. Mais voilà, en gros, on a des puissances selon les modes et des canaux standardisés. Bon, en France et en Europe, les autorités sont quand même assez laxistes parce qu'ils savent que de toute façon, il n'y a aucun risque de brouillage tant qu'on ne dépasse pas les 27 995. Donc en fait, de 405 à 995, on appelle ça la portion hors bande. Donc légalement, on n'a pas le droit d'utiliser, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent dessus. Et ça permet notamment de faire justement le mode SSB. Donc on va dire qu'après 405, c'est quasiment que de la SSB qui va être utilisée
et ça nous permettra d'établir des contacts très longue distance au niveau mondial. Voilà un petit peu pour ce qui est de la norme CB en France et en Europe. Donc maintenant, on va parler des ondes en général. Donc là, je vais vous parler de la bande HF, VHF et UHF pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi on parle. Donc la CB, c'est la bande HF. Donc HF, c'est-à-dire haute fréquence. Même si dans le nom il y a haute fréquence, en réalité, la fréquence n'est pas si élevée que ça. Donc là, on fonctionne sur soit du 26 MHz, soit du 27 MHz. Donc c'est quand même des fréquences qui sont assez basses. Ce qu'il faut savoir, un truc tout simple, plus vous allez descendre en fréquence, plus la qualité du son sera dégradée, plus les antennes devront être grandes et l'environnement devra être dégagé et sans trop de parasites électroniques, mais plus la portée sera importante. Donc c'est-à-dire que si on prend par exemple en comparaison un PMR 446, qui lui est en UHF, donc les antennes seront beaucoup plus petites, la qualité sera beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante, la qualité sera meilleure, mais la portée sera beaucoup plus réduite. Voilà, donc la bande HF, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va de 3 à 30 MHz. Donc dès qu'on parle d'un poste HF, d'une radio en HF, vous savez qu'elle fonctionnera forcément entre 3 et 30 MHz. Dès qu'on parle d'une VHF, donc vous avez la VHF basse et la VHF haute, mais on va parler de la VHF en général, c'est de 30 à 300 MHz, toujours. Et l'UHF, c'est de 300 à 3000. Donc pour la plupart du temps, dès qu'on parle de communication radio, qu'on parle de bande VHF, la majorité du temps, c'est au-dessus des 100 MHz. La plupart du temps, sur les Baofeng, c'est 136, 174. Donc là, on dit que c'est la bande VHF, sauf que la vraie portion entière VHF, c'est de 30 à 300. Donc un Baofeng ne couvre pas l'intégralité de la bande VHF. Et pareil pour l'UHF, donc les Baofeng, la plupart du temps, c'est 400, 480. Donc, par exemple, la CB, c'est sur de la HF, vu qu'elle fonctionne sur le 27 MHz. La VHF marine, c'est du 156 mégas. Donc là, ça va être, donc dès que je dis méga, c'est mégahertz. Là, ça va être de la VHF, vu que ça va de 30 à 300. Et le PMR 446 ou le LPD 433, c'est UHF, vu que c'est compris entre 300 et 3000. Voilà pour ce qui est grossièrement de la différence entre la HF, la VHF et l'UHF. Donc, on parlera des besoins à la fin, mais les besoins vont rebondir justement sur les bandes à utiliser. Donc maintenant, on va parler, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est que la AM, la FM et la BLU, ce qu'on appelle grossièrement la BLU. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais hop, je vais vous ramener le poste. Et on va faire même quelques petits tests. Donc malheureusement, je n'ai pas d'antenne adaptée pour ce poste-là, donc il restera éteint, mais j'en ai d'autres à côté. Donc celui-là, c'est un récepteur, et j'ai plusieurs émetteurs CB. Donc là, voilà, ça c'est une CB assez standard qu'on trouve dans le commerce. Donc c'est la CRT SS 6900N. Donc là, on a les différents modes de modulation. Donc, on va partir peut-être de la AM, puisque c'est le mode le plus courant sur les CB. On va dire que voilà, toutes les CB ont par défaut la AM. Certaines ont la FM et d'autres encore ont la AM, FM, SSB. Voilà, ce qu'on appelle aussi. Donc la SSB, c'est la BLU. Donc la BLU, en fait, ça comprend le mode USB et le mode LSB. Donc la AM, c'est modulation d'amplitude, donc c'est-à-dire que le signal, vous regarderez sur Wikipédia, ça sera plus simple parce que là visuellement je ne peux pas vous l'expliquer. En gros, votre voix ne repose sur rien en fait. La voix est envoyée dans les ondes à partir du moment où vous parlez. Donc en fait, c'est tout ce qui fait la différence avec la FM. La FM, si par exemple on prend deux portatifs, donc là je vais allumer l'autre radio.
on va se mettre sur le même canal. Donc je pense qu'il va y avoir du monde parce que la journée ça bosse vers chez moi. On va se mettre sur le canal 3, donc pour la survie. Et là je vais mettre sur le canal 3 avec mon Baofeng. Donc là ça va être de la modulation en FM. On va faire même le test avec la CB, vous allez voir que c'est pareil. Donc la différence c'est que la FM, elle, même si on parle pas, on entend quand même, on appelle ça une porteuse. Donc c'est-à-dire qu'il va quand même y avoir un signal audio et radio sur lequel va reposer notre voix. Donc la FM, c'est modulation de fréquence, si je ne me trompe pas. Phase ou fréquence. Je crois que c'est modulation de fréquence. En gros, c'est ce qui différencie l'AM de la FM. Sur la CB, il faut savoir que la FM portera un petit peu plus loin et la qualité sera meilleure que sur de la AM. L'avantage de la AM, c'est que en fin de transmission, on n'aura pas le... Voilà, on l'entend pas tellement, mais je pense que... Bon, là, on l'entend pas, mais il y a des portatifs qui font, vous savez, un craquement, un schrac. Ah bah, on va essayer avec la CB, tiens. On va se mettre sur le canal 3. Donc là, on va monter le son. On va faire le test. Parce que c'est vrai qu'avec les PMR, maintenant, il y en a... En fait, ils ont rajouté sur les radios modernes des fonctionnalités qui permettent de supprimer justement ce petit craquement qui est assez gênant à l'oreille. Donc là, on est en FM sur le canal 3, et là, je suis également sur le canal 3 avec mon autre CB portable. Ce qui est bizarre, c'est que... 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, on l'entend là. Donc ce que vous entendez là, le bruit en fond, le jouh, ça c'est justement une porteuse, donc c'est-à-dire le signal qui est envoyé en permanence quand on transmet, sur lequel va reposer notre signal, notre voix ou autre chose. Voilà, ça c'est une porteuse en FM, donc là. Donc ça peut changer légèrement selon votre alimentation, votre radio. Le bruit de fond n'est jamais exactement le même, mais voilà. Si là, on se met en... Alors mince, je me suis trompé, il faut que je fasse mode, voilà. Maintenant, on se met en AM, 26985, donc c'est toujours le canal 3. Sur ma radio CB, je vais me mettre... Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Ouais, c'est bon. Hop, vous voyez que là, on est en 3 AM, à droite. Et vous allez voir qu'on n'a plus le bruit de fond. Donc là, je vais transmettre. Ah, c'est rien. Il est vraiment très léger, mais on n'entend plus le craquement. Ah, par contre, je crois que je suis trop près de... 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, c'est que en fait, je suis vraiment trop proche de la radio et ça fait saturer le récepteur. Et voilà, vous voyez qu'en fin de transmission, on n'a pas le craquement. Voilà, c'est ça la grosse différence entre la AM et la FM. Et la qualité est beaucoup plus dégradée. On le sent là que le son est comprimé, bon, surtout parce que je suis proche de l'autre poste, mais si par exemple vous écoutez la portion aéronautique, eux ils sont en AM, parce que justement ils ont des casques sur les oreilles, et s'ils sont en FM, en fait en permanence ça va faire schrac, schrac, et ça fait mal aux oreilles tout simplement. Donc la AM ça permet d'avoir une transmission, une modulation un petit peu plus souple, un petit peu plus légère, on va dire. Pareil, le bruit de fond n'est pas le même. Donc là, voilà. Ça, c'est un bruit de fond en AM. Vous voyez que c'est beaucoup plus... c'est pas agréable, hein, mais c'est beaucoup moins agressif que si je me mets en FM. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je pense que de base, ils ont mis les CB en AM. Donc voilà. Pour l'USB et la LSB, alors là, comme a dit EzoBook, c'est bien, BLU, c'est bande latérale unique. Donc c'est-à-dire que, normalement, en général, si vous modulez, donc je vais prendre une petite feuille, si par exemple, vous regardez votre signal radio, et que vous modulez en AM ou en FM,
vous allez avoir un signal. Donc ça, on va prendre exemple la AM. Et votre voix de chaque côté, elle va faire ça. D'accord? Alors, je vais essayer de refaire pareil. Normalement, c'est des deux côtés, ça va être à peu près la même forme. Donc en AM et en FM, ça sera sensiblement la même chose, sauf qu'en AM, en fait, vous allez avoir un gros bruit en plein milieu qui va être la porteuse sonore. OK? Donc en fait, en BLU, ça va être soit la partie de gauche, soit la partie de droite. L'avantage, c'est que ça va porter beaucoup plus loin parce que le signal sera beaucoup plus étroit, en fait, hein. Donc c'est pour ça, en fait, ça aussi, c'est un truc à prendre en compte qu'il faut vraiment savoir. Plus votre modulation, donc c'est-à-dire le signal que vous allez envoyer va être large. Donc là, si c'est du PMR, ça prendra, je crois, 12,5 kg. Si par exemple vous avez de la FM commerciale qui elle transmet de la musique, elle va pas transmettre sur 12,5 kg en tout, donc de bord à bord, mais sur 200 kg. Donc la qualité sera beaucoup meilleure parce qu'on arrivera à faire passer beaucoup plus de fréquences sonores, donc les basses, les aigus, ce qui permettra d'avoir un son agréable, contrairement à de la musique par un talkie-walkie. Mais par contre, la portée sera énormément réduite. Donc c'est-à-dire que il va falloir compenser avec beaucoup plus de puissance derrière pour faire la même distance. Donc c'est-à-dire que si vous prenez exactement les mêmes installations, donc c'est-à-dire un émetteur en FM, par exemple avec 1 watt, donc 1 watt qui transmet de la voix sur 12,5 kg de large, donc c'est-à-dire de bord à bord au niveau de votre voix, et vous prenez un émetteur sur la même fréquence avec la même antenne au même endroit, avec la même puissance et exactement pareil, mais qui transmet sur 200 kg, je dis n'importe quoi, c'est plus que ça, hein, la FM commerciale, au lieu de 12,5, eh ben, vous allez porter 4, 5, 6 fois moins loin. Donc voilà. C'est ça aussi qui fait que l'USB et la LSB portera plus loin que la AM ou FM. Voilà pour ça. Et il a parlé également du CW. Alors là, je pense... Ah si, je l'ai là. Donc en fait, le CW, en fait, c'est un peu comme la BLU, donc l'USB ou la LSB. Vous regarderez hein, ça sur Wikipédia, ça vous permettra vraiment de voir visuellement comment ça fonctionne. Parce que moi, personnellement, visuellement, j'arrive beaucoup mieux à le concevoir, à le comprendre. Le CW, c'est un peu pareil, sauf qu'en fait, il n'y a pas de gauche ou de droite. En fait, c'est juste un signal super étroit. Donc en fait, au lieu d'écouter, je pense que je crois qu'en BLU, c'est la largeur maximale, ça doit être 5 ou 4 kg, un truc comme ça, c'est vraiment assez étroit. Et en fait, la BLU, ça va être encore plus étroit. Donc en fait, la BLU va écouter une toute petite portion. Parce que en fait, le morse, c'est juste des bips qui sont envoyés. Donc en fait, vous allez avoir au niveau de votre signal, ça va faire trait, point, trait, point. Et vous n'allez pas avoir de porteuse ou quoi que ce soit. Vous allez juste avoir les bips qui vont apparaître sur les ondes et qui vont... et juste après, il ne va plus rien... je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà. En gros, le CW va être très étroit parce que le signal qui doit être reçu va être très étroit aussi. Donc ça leur permet, par exemple, de faire passer sur 12,5 kg, ou même sur 10 kg, eh ben, ils vont faire passer 10 communications différentes parce qu'on on aura 10 fois plus d'espace et le signal sera très très étroit. Donc c'est pour ça que le CW est encore plus intéressant. Malheureusement, c'est super compliqué à gérer parce qu'il faut connaître le morse par cœur, il faut savoir le décoder à l'oreille et l'encoder à la main. Et ça demande des années d'entraînement, donc ça ne nous intéresse pas du tout. Par contre, l'USB et la LSB, ça va nous intéresser. Pourquoi? Parce que ça reste de la voix. C'est beaucoup plus étroit qu'un signal AMF ou FM, et donc ça va porter beaucoup plus loin. L'inconvénient, c'est qu'il faut connaître la fréquence exacte. Si par exemple vous êtes légèrement décalé soit au-dessus, soit en dessous,
et ben ça va faire comme ce qu'Ezobook a dit, vous allez entendre une sorte de voix de martien en fait. Ça va faire et hop, ça va se transformer en voix normale et hop, ça va repartir. Alors je sais pas si je peux vous faire écouter aujourd'hui parce que selon la météo et la propagation, bah, on peut pas recevoir forcément de la même manière. Et je vais essayer de vous faire écouter des communications. Ou à la rigueur, regardez sur YouTube, ça sera encore plus simple. Et vous allez voir que ouais, ça fait une sorte de voix de canard. Donc on va se mettre en USB, parce que ça c'est pareil, il y a un standard à respecter sur les ondes courtes, donc en HF, parce que l'HF c'est les ondes courtes. En dessous de 10 MHz, ça va être la LSB qui va être utilisée, et au-dessus de 10 MHz, ça va être l'USB. Donc là, on va se mettre sur... On va se mettre sur la fréquence d'appel international, donc c'est le 27 555. Voilà, malheureusement, je crois qu'on ne va rien recevoir. Parce que je suis avec une toute petite antenne pourrie. Alors, je ne sais pas si je peux faire le test avec j'ai un portatif qui fait l'USB. Bon, ce que j'ai fait pour vous donner un exemple, parce qu'au final ça ne change pas grand chose, je suis en train de scanner un petit peu les bandes radio amateurs pour essayer de vous trouver une transmission en USB. Donc je vous remontre ça, je refilmerai quand j'aurai trouvé. Bon, malheureusement j'ai pas trouvé de transmission en BLU. Pourtant j'ai tendu un fil de 4-5 mètres dans mon appartement. Donc ça c'est aussi un gros souci, l'environnement, donc on en parlera juste après. Et voilà, allez voir sur YouTube des contacts radio faits en BLU, et vous allez très vite comprendre à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'étais sur les différents modes de modulation. On a fait le tour. Donc voilà. En gros, ce qu'il faut savoir, donc AM, FM, c'est vraiment pour de la courte distance, c'est-à-dire entre plusieurs véhicules ou même en local dans une ville ou ce genre de choses. Et après, si vraiment on veut... Alors déjà, l'AFM porte un petit peu plus loin, la qualité est meilleure. Et l'USB et la LSB, c'est vraiment pour faire de la longue distance. Donc là, c'est entre 200 et 5 ou 10 000 km selon vraiment la météo. Voilà au niveau des différents modes de modulation. Alors après, j'ai vu Ezobook vraiment tourner les boutons, scanner pour essayer de voir s'il entendait quelque chose ou pas. Alors un truc tout simple sur lequel il faut faire attention, sur les postes comme ça qui sont souvent débridés, vous voyez que là on a A, B, C, D, E, F. En fait c'est des portions. Donc là, si je me trompe pas, E, je crois que c'est sur la bande radioamateur. Donc E, je crois que c'est de 28 mégas à 28,5. F, c'est de 28,5 à 29. Donc nous, ce qui nous intéresse, après ça dépend vraiment de chaque radio, il faut chercher le mode d'emploi. Je crois que moi, les seuls qui sont vraiment exploitables, c'est la C et la D. La C, c'est entre 26 900 et 27 400. Donc ce qui nous intéresse au niveau des fréquences des canaux qui ont été standardisés. Et le D, c'est de 27 400 à 28. Donc après, si on va en dessous, B et A, en fait, ça c'est plutôt pour faire du 26 et du 25 MHz. Donc pour nous, c'est inutilisable, mais il faut savoir quand même que d'autres pays ont le droit d'aller sur ces fréquences-là. Je sais que sur le 26 mégas, donc pour ce poste-là, c'est le mode B, enfin la bande B. Alors il y a les Allemands qui ont, je crois, 40 ou 80 canaux en plus sur le 26 mégas. Alors eux, ils sont limités uniquement en FM. Mais voilà, vous savez que les Allemands peuvent transmettre sur du 26. Par contre, nous, on a potentiellement, on n'a pas le droit. Le A, je crois que c'est plutôt autour des 25-24 mégas. Alors là, c'est plutôt pour avoir accès aux fréquences des anciens téléphones sans fil de l'époque. J'ai réussi à en retrouver un et on peut communiquer avec grâce à une CB. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, les gens s'amusaient à débrider les CB
pour avoir accès justement aux portions 25-24 MHz pour écouter justement les communications des voisins. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Voilà, donc dès qu'on parle de postes débridés, c'est la plupart du temps déjà en puissance, pour porter potentiellement plus loin, mais c'est aussi pour avoir soit accès aux bandes radioamateurs, soit, donc ça c'est les supérieurs, on appelle ça les sup. Donc au-dessus du 27400, c'est les supérieurs. Vous avez sup 1, sup 2, sup 3, etc. Et vous avez les inf, donc inférieur 1, inférieur 2, inférieur 3, etc. Donc là, c'est ceux qui sont en dessous du 26 et du 25. Voilà à ce niveau-là. Donc oui, ce que je voulais dire, donc EzoBook, je l'ai vu tourner un petit peu les boutons pour entendre des gens. Alors déjà, il faut voir sur quelle bande tu es, parce que peut-être que tu as scanné le 28, peut-être que tu as scanné le 26 ou le 25, mais nous, c'est une portion bien précise. Donc déjà, il faudrait que tu regardes sur le mode d'emploi, voir si tu es bien sur la bonne bande à exploiter pour la France et l'Europe. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc plan de bande, je me suis fait une petite note. Voilà, il parle aussi des matériels d'occasion et les risques. Alors, je suis totalement d'accord avec lui. N'achetez pas de matériel d'occasion, ou à part si c'est des gens que vous connaissez et que vous savez qu'ils en ont pris soin. Celui-là, on me l'a passé, mais vous pouvez le trouver sur internet pour environ 150 €. Donc franchement, pour ce qu'on peut faire avec, parce que là on peut faire quand même pas mal de modes, hein. Vous avez tous les modes, même du Morse. Vous avez énormément de fonctions pour déclencher des relais, pour vous décaler. Enfin, vraiment, c'est une bête de guerre. Vous pouvez régler le RF gain, donc ça c'est pour le gain en réception. Et vous avez le RF power, donc ça c'est vraiment la puissance émise par le poste. Donc je crois qu'on peut monter jusqu'à 30 ou 40 watts avec. Donc c'est intéressant si vous voulez faire des modes en BLU et que vous voulez vraiment porter très très loin. Par contre, il faut savoir que ça consommera beaucoup plus au niveau de l'alimentation. Après, là, on a le bouton clarifieur, donc ça permet vraiment, si on est en USB ou en LSB, de se calibrer, de se régler vraiment précisément sur la fréquence exacte sur laquelle la personne transmet. Parce que la plupart du temps, les postes sont légèrement décalés. Donc par exemple, mon poste va m'afficher émission 27 0, je sais pas moi, 0,50, on va dire n'importe quoi. Mais si je suis en BLU, des fois, il transmet sur 0,51 ou 0,52. Alors pour nous, ça semble être pas grave, hein. Sauf que pour la personne qui va nous écouter, s'il est sur le 0,50, au lieu du 0,51 ou 0,52, il va nous entendre en canard en fait. Donc ça va faire des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un bouton clarifieur qui va nous permettre de vraiment calibrer précisément la réception de la radio. Je crois qu'on peut même aussi régler l'émission dessus. Voilà pour ça. Donc le matériel d'occasion, moi je vous déconseille vraiment d'en acheter. Souvent il y en a qui vont vous dire ouais mais ça c'est un poste super rare, qui valait une fortune à l'époque. Ouais, sauf que déjà aujourd'hui on n'est plus dans les années 80, plus personne ne recherche de CB quasiment, donc la plupart du temps les gens surcotent un peu leur matériel, voire beaucoup. Des fois je vois des postes à 1000 € alors que ça vaut pas 1000 €. Moi je vous conseille d'en acheter des neufs sur des sites fiables, donc vous avez CB+, Passion Radio, ce genre de choses, donc ça c'est des vendeurs français. Go Technique, ils vendent du très bon matériel. Voilà, je suis pas partisan d'Amazon. Si vraiment, moi j'achète sur Amazon que dès que vraiment je ne trouve nulle part ailleurs, mais sinon j'essaie d'acheter chez des vendeurs français, ça me permet d'avoir une vraie garantie, de les faire travailler tout simplement parce qu'ils en ont besoin. Il n'y a plus beaucoup de vendeurs français qui vendent du matériel radio aujourd'hui, donc il faut vraiment les soutenir et c'est ça aussi pour moi la résilience. Donc les risques que vous risquez d'avoir sur le matériel d'occasion, c'est tout simplement d'avoir du matériel défectueux qui ne reçoit pas, reçoit mal, transmet mal. Voilà, c'est pareil, l'alimentation. Dans la vidéo, il a mis une alimentation d'ordinateur ou d'imprimante, je ne sais plus exactement. Alors peut-être que ça marche, mais pour moi c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des alimentations qui sont faites pour travailler avec en fait des postes qui font de la réception et de l'émission et qui doivent être sensibles, qui sont très sensibles en fait. Faut savoir que la HF est très très sensible au niveau de tous les appareils électroniques qui sont à proximité ou même reliés à l'appareil. Donc si vous avez une alimentation qui n'est pas faite pour alimenter un poste CB ou qui n'est pas une alimentation de labo, vous risquez en fait, donc ça risque pas de vous casser votre radio, mais vous risquez en fait d'avoir des signaux parasites qui vont rentrer dedans
et qui vont en fait vous brouiller la réception et au lieu d'avoir un bruit pur, on va dire, comme ça, vous allez avoir une espèce de trrrr ou des bruits de fond qui vont vraiment vous gêner au niveau de l'utilisation de votre radio. Et quand vous allez transmettre, vous risquez également d'avoir un bruit de fond très désagréable qui provient également de l'alimentation. Donc, ce que je vous conseille, au lieu de prendre des alimentations de PC ou même EzoBook, prenez des alimentations d'ordinateur en ATX et vous avez des tutos sur YouTube. Donc une alimentation ATX, ça vaut 10 euros, 15 euros. Donc c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent, au lieu d'acheter des alimentations à 50, 100, 200 euros, achetez une alimentation ATX d'ordinateur, démontez-la et vous avez une petite modif à faire pour récupérer du 12 volts de manière quand même assez propre. Moi j'ai fait ça pendant plusieurs années, ça fonctionnait bien. Donc voilà, 10 euros une alimentation ATX, la manip ça prend 5 minutes, vous avez 2 fils à couper, un petit raccord à faire et ça fonctionne. Voilà, par rapport à ce que j'ai vu dans la vidéo, donc il a scanné des canaux, donc on ne sait déjà pas sur quelle bande il était, peut-être qu'il était sur une bande sur laquelle il n'y a personne. Il faut savoir aussi que la radio, oui, je suis d'accord avec lui, c'était peut-être le confinement. Je crois qu'il a tourné là, dans la semaine, hein, parce que je viens de la voir et elle est sortie il y a, je crois, 5 jours. Même si on est en post-confinement, en fait, les gens ils sont pas tous, toute la journée, devant leur radio à transmettre. Souvent, il y en a qui se mettent en stand-by sur des fréquences parce qu'il y a quand même un plan de bande à respecter, même s'il n'est pas tellement respecté, hein. Il y a des fréquences d'appel. Donc en fait, tout simplement, eux, ils se mettent en fréquence, ils se mettent en veille sur les fréquences d'appel et ils attendent que leur collègue transmette. La plupart du temps, alors ça, il faut être un petit peu dans la sphère radio, mais vous avez régulièrement des QSO, comme on appelle ça, des contacts radio qui sont organisés avec des horaires. Donc c'est par exemple le week-end à partir de telle heure sur telle fréquence. Donc forcément, si on scanne n'importe quand en plein après-midi alors que les gens travaillent ou qui sont pas devant leur radio, ou qui sont justement devant leur radio mais en stand-by, donc ils attendent qu'il y ait un appel, vous n'allez entendre personne. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous, en tant que résilients, en tant que prévoyants, etc., qu'on se fixe des horaires. Donc c'est pas compliqué, comme sur les autres bandes. Canal 3, le week-end, donc samedi et dimanche, à partir de 10h ou de midi, je sais plus, vous appelez sur le canal 3, donc en PMR et sur la CB. Et je motive vraiment tout le monde à se mettre en stand-by, tous ceux qui ont des CB ou des talkie-walkie, de vous mettre en veille sur le canal 3 alors, pour ceux qui ont du PMR 446, mettez le 333, c'est mieux. Si vous êtes en ville comme moi et qu'il y a des grutiers toute la journée qui parlent, ça vous évite d'entendre tout et n'importe quoi et ça va vous casser les pieds en fait. Par contre, si vous êtes en campagne et qu'il n'y a jamais personne, mettez-vous plutôt sur le canal 3, ça sera beaucoup plus logique. Voilà, donc il faut se fixer des rendez-vous, il faut se fixer des fréquences sur lesquelles on va se définir. Donc, canal 3, moi je vous conseille vraiment de communiquer en FM. L'AM c'est bien, mais si on peut se mettre en FM, c'est beaucoup mieux, la qualité est meilleure, la portée est meilleure. Et si vraiment on doit établir des contacts longue distance, en USB donc. Moi vraiment, je vous recommande de vous mettre en veille le soir chez vous, canal 3, FM, USB. Et si vraiment vous n'avez pas d'autres possibilités, mettez-vous en AM. Mais essayez de trouver au moins un poste qui fait AM-FM ou AM-FM, USB, LSB. C'est le minimum. Voilà, donc il faut définir des horaires. Scanner des mémoires comme ça en pleine journée, on a beaucoup moins de chances de tomber sur quelqu'un. Alors ce qu'il faut savoir aussi au niveau des bandes HF, contrairement aux bandes UHF et VHF, aux bandes VHF et UHF, bien que celles-ci dépendent aussi de la propagation, c'est que la bande HF dépend énormément de la propagation des ondes. Donc qu'est-ce que c'est? Grossièrement, pour simplifier pour monsieur, madame, tout le monde, c'est la météo des ondes. Donc c'est-à-dire, vous allez avoir des périodes pendant lesquelles, selon les conditions météorologiques, la position du soleil, l'humidité, etc., la pression atmosphérique, en fait, ça va jouer sur la propagation des ondes radio de certaines bandes dans les airs, en fait. Donc il y a des zones comme ça dans lesquelles on va avoir une propague énorme, et dans d'autres sur lesquelles ça va se casser la gueule. Donc ça, vous avez des sites qui permettent de voir la propagation en temps réel, et justement... donc voilà, c'est une bande qui dépend énormément de la propagation. Donc c'est-à-dire qu'il y a des jours
pendant lesquels vous allez entendre personne, mais vraiment, vous allez entendre personne, et il y a des jours pendant lesquels vous allez entendre tout le temps quelqu'un causer, parce que la propagation sera tellement forte que vous allez entendre tous les pays voisins, et que ça va être le bordel sur les ondes parce qu'il y aura trop de monde. Donc c'est pour ça que la propagation, il faut aussi la prendre en compte. Si vous voulez établir un contact radio, mettez-vous déjà, ayez une alimentation correcte, un poste qui fonctionne, mettez-vous sur un mode adapté à votre à votre communication, donc c'est courte distance AM/FM, et si c'est longue distance, USB, tout simplement. Et voilà, après il faut que la météo soit bonne, que la propagation soit bonne aussi, mais souvent dès que la météo est bonne, la propagation, la plupart du temps, même si c'est pas une généralité, ça va avec. Donc c'est vrai que l'été, on a tendance à avoir beaucoup de propagation sur la bande CB. Surtout que là, apparemment, les prochaines années, je crois qu'il y a aussi un cycle solaire, etc. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La propagation va être beaucoup plus importante sur la bande CB, donc très intéressant pour nous. Alors, un autre moyen de savoir qu'il y a de la propagation, parce qu'on parle aussi de communication dans des conditions dégradées, ce qu'il faut faire, ça serait de mettre des balises automatiques qui transmettent régulièrement un message. Donc pour ça, vous avez des postes, donc vous pouvez le faire soit avec des portatifs comme ça, ou des postes un petit peu plus gros, bien qu'il est toujours homologué, hein, lui il fait 4 watts. Vous avez dessus la fonction Vox qui vous permettra de déclencher automatiquement le micro, donc l'émission de votre radio, par rapport à un son en fait qui va être reçu par la radio. Donc vous branchez par exemple un MP3 dans l'entrée micro, donc bien sûr il faut que le câblage soit correct, hein. Et par exemple vous balancez, je sais pas moi, un bip ou un message en morse ou n'importe quoi. Moi c'est ce que j'ai fait sur le canal 333 dans ma région. Avec des collègues, on a mis une balise PMR 446 qui va balancer un message en morse toutes les demi-heures. Donc ça me permet, moi en temps réel de chez moi, parce que je suis à peu près une 50aine de kilomètres de la balise, de savoir en temps réel si la propagation sur la bande PMR 446 est bonne. Donc si je reçois la balise avec un signal de 2 ou 3 et que l'audio est bonne, ben je sais que la propagation est bonne. Si je vois que le signal est super faible, voire inaudible, à peu près voilà, c'est toutes les demi-heures, donc j'ai quand même mettre en écoute, et ben je sais que la propagation est moins bonne. Donc ça c'est des choses toutes simples, mais mettre des balises automatiques, ça permet également de savoir si la propagation est bonne ou pas. Donc en contexte dégradé, s'il n'y a plus internet, et en se mettant tous d'accord sur la fréquence à veiller sur laquelle on va aussi communiquer, et potentiellement même sur laquelle on va mettre une ou plusieurs balises en France, parce qu'on peut mettre par exemple une balise en USB. Imaginons, hein, on peut lancer l'idée de mettre une balise en USB sur le canal 3, sur un point haut avec, je sais pas, 5 ou 10 watts, avec une super antenne, une super installation, et je suis sûr que quasiment tous ça peut être fou, hein, mais concrètement, c'est carrément possible en CB. Et que quasiment tous les prévoyants de France, en écoute sur le canal 3, puissent savoir en temps réel quand la propagation est bonne ou non, parce qu'ils vont recevoir la balise. Avec une bonne installation, c'est carrément faisable. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Alors j'ai pas noté antenne parce que c'est super important. Justement, je voulais parler des antennes. Désolé, hein, la vidéo va être quand même assez longue, mais c'était vraiment très important. Donc, j'ai parlé des balises. Ah si, j'ai marqué antenne. Donc les antennes, ça c'est vraiment un point à ne pas négliger du tout. Qu'est-ce que j'ai vu dans la vidéo? EzoBook qui avait fait un test avec une antenne dans son jardin avec je crois 3 mètres de câble, 3 ou 4 mètres, donc c'est vraiment appréciable, hein, pour de la CB, c'est très bon, 3-4 mètres, c'est suffisant. Alors je sais pas quel type d'antenne il a exactement, je pense que c'est une ML145 ou un truc comme ça, donc c'est des antennes, on va dire, moyennement performantes, hein. Alors l'antenne va être vraiment le point le plus important à ne surtout pas négliger. Donc là, j'ai plusieurs exemples à vous donner. Donc là, on a une petite antenne, en CB. Donc ça, celle-là, on peut la trouver dans le commerce, donc je suis désolé. Ça, ce sont des antennes, on va dire, miniatures pour de la CB. Vraiment, ça c'est miniature, hein, pour de la CB. Donc elle fait à peu près, je sais pas moi, 20-25 cm de haut. Ça, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut que dalle. Ça, c'est bien si vous voulez communiquer entre deux voitures sur 1 km à la rigueur.
mais pas plus. Alors, c'est ça aussi qui est souvent frustrant pour les gens, c'est que vu que l'antenne est accordée, vous risquez d'entendre également des communications peut-être longue distance. Mais ça ne veut pas dire que votre antenne rayonnera toute la puissance que vous allez lui envoyer, surtout que l'antenne est miniature. Pour qu'une antenne fonctionne normalement, il faut que l'antenne soit vraiment un seul brin, sans ressort ou ce genre de truc. Les ressorts dessus, ça permet de rallonger, on va dire, artificiellement l'antenne pour avoir un gain de place en fait. Mais la performance de l'antenne va être énormément réduite. Pour vous donner un exemple très simple, le calcul à savoir, vraiment que tout le monde doit connaître pour faire de la radio, c'est connaître la longueur d'onde de la bande que vous utilisez, et notamment le 1/4 d'onde, parce que c'est l'antenne de référence. Pour prendre du PMR 446, on va faire 300 divisé par la fréquence à utiliser, divisé par 4. Donc 300 divisé par 446, ça fait 67 cm. 67 cm, c'est la longueur d'onde entière, donc c'est la longueur d'onde au niveau, on va dire, physique électrique, sur laquelle le matériel fonctionne. Nous, ce qui nous intéresse pour avoir des antennes simples et efficaces, il nous faut la 1/4 d'onde. La 1/4 d'onde, c'est à peu près 16-17 cm. Donc voilà, pour du PMR 446, il nous faut une antenne de 16 cm. Grossièrement, je simplifie le truc. Pour de la VHF, on fait 300 divisé par 145 par exemple, ou 150, c'est sensiblement la même chose. On va avoir 50 cm. Donc ça, c'est une 1/4 d'onde pour de la VHF. Et pour la CB, on fait 300 divisé par 27, ça nous donne 11 mètres. Donc 11 mètres, vous imaginez, ça c'est la longueur d'onde entière. Donc la 1/4 d'onde, c'est 2,75 m. 2,75 m. Donc ça c'est une antenne que j'ai fabriquée, une antenne filaire, ça vaut que dalle. Donc si vous voulez avoir une antenne performante qui coûte que dalle, je vous conseille d'acheter du fil, du coaxial, un domino et c'est bon. Donc 2,75 m, donc je vais essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas ma gueule. 2,75 m, comparé aux autres 1/4 d'onde. Hop, on va partir de là, hein, de la même base. Et ça va jusqu'à la porte. Voilà, donc 2,75 m, c'est ça. Je ne sais pas si on l'a vu. Désolé, hein, je suis en tenue... en tenue confinement, pyjama. Voilà, donc ça c'est 2,75 m. C'est le minimum à avoir si vous voulez avoir une antenne un minimum performante. En dessous de 2,75 m, bon, ça peut fonctionner. Donc par exemple les ML145 qu'on trouve vraiment, c'est les plus standards qu'on trouve dans le commerce. Donc elles font, ouais, je crois qu'elles font 1,25 m, 1,30 m. Le reste c'est à rallonger artificiellement par un ressort dans l'antenne. Mais voilà, vous allez perdre la moitié en fait, puisque vous allez perdre même plus de la moitié. Donc de 1,30 m, il va vous manquer 4, 5, 6, 7, il va vous manquer 1,40 m de brin qui est censé être à la suite de votre antenne. Et tout ça, c'est de la puissance qui va être perdue en émission et en réception. Donc voilà, c'est pas du tout à négliger l'antenne. Et c'est bien d'avoir une antenne super grande, mais comme Ezobook l'a dit aussi dans la vidéo, selon l'endroit dans lequel vous allez la mettre, le TOS, donc le SWR, donc en gros c'est comment l'antenne est accordée au niveau de votre appareil. Donc pour que, voilà, grossièrement, pour que votre antenne fonctionne correctement, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles autour. Donc c'est-à-dire tout ce qui est ferraille, mur, etc. Donc il faut la mettre le plus haut possible, dans un endroit le plus dégagé possible, et une antenne ne peut pas fonctionner sans plan de masse. En fait, c'est exactement comme une batterie. Vous avez un plus, vous avez un moins. Si vous mettez que le plus sur votre appareil et que vous ne reliez pas le moins, ça ne fonctionnera pas. Et bien une antenne, c'est exactement pareil. Brancher une antenne sur un poste sans mettre aucun plan de masse, comme là, vous voyez, par exemple, si cette antenne-là, je l'aimante sur le poste CB pour avoir un plan de masse,
et que je le branche à la radio, ça ne sera pas suffisant parce que le plan de masse, on va dire que physiquement, si on a un brin de 16 cm d'antenne, on est censé avoir un brin de 16 cm en masse. Si on a 50, on est censé avoir au minimum, et je dis bien au minimum, un brin de 50 cm de l'autre côté, qui est relié au fil de masse du coaxial et à la masse donc à la ferraille de votre poste. Donc la CB, si vous n'avez pas minimum une grosse rambarde en fer sur votre balcon ou un tube d'antenne sur votre toit ou une toiture de voiture ou une grosse plaque en acier ou des longs fils de 2,75 m, ça ne marchera pas. Votre TOS, votre SWR au niveau de votre poste, il sera trop élevé et en fait, déjà votre antenne ne fonctionnera pas correctement, vous n'allez rien recevoir, toute la puissance que vous allez transmettre sera perdue parce que l'antenne ne sera pas accordée correctement. Et en plus de ça, vu que toute la puissance qui est censée être envoyée dans les airs n'a pas pu être envoyée parce que l'antenne n'est pas accordée, ça va revenir dans le poste. Donc vraiment, ça sera de l'électricité qui va revenir et qui va vous griller le poste. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut avoir vraiment quelque chose de fonctionnel. Dans un bon environnement bien dégagé avec un bon sol et un bon plan de masse. Donc ça, après, vous pouvez trouver en cherchant un petit peu sur